Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Nous sommes le mercredi 19 juillet 2023. Marché plutôt calme, un peu d'excitation sur XML, sur HBAR. Tout ça est lié à XRP qui a un peu décollé dans la nuit, on le voit. Ici, il a fait un petit pic vers 5 heures du matin. C'est en train de redescendre gentiment. Pour le moment, je vois pas lieu de vraiment s'alarmer. Bitcoin qui était sous les 30 000 pendant quelques heures hier, et voilà, on est repassé au-dessus. On est à 30 000 tout pile, hein, vous voyez, 30 040. J'ai pas grand-chose à dire pour le moment. Il n'y a rien de très très excitant, rien de très stimulant sur le marché, en tout cas dans le top 100 pour le moment. En termes d'analyse technique, pour moi, il y a peu de choses à faire. Donc, on va plutôt se porter sur les actus aujourd'hui. Et on va faire une journée tout à fait particulière parce qu'il n'y aura pas de réglementation aujourd'hui. On ne va pas parler de réglementation. On commence par Bitcoin qui nous fait un record en 2023, un nouveau record, ce qui est toujours bon à prendre, ce qui est toujours appréciable. Donc là, on nous donne un peu de contexte, BlackRock, Ripple, etc., etc. Mais quel est ce record? Ce record, il est bien simple. C'est le nombre d'adresses uniques créées sur un seul mois. Pourquoi c'est important comme indicateur? Ça montre l'intérêt des gens pour Bitcoin et du coup, l'intérêt se traduit ici par le nombre d'adresses qu'il crée, donc le nombre de nouvelles personnes que l'on a. Qu'est-ce qu'on va avoir comme chiffre? On nous dit ici, voilà, ça vient de dépasser le 12 juillet les 501 440 adresses enregistrées, donc nouvelles adresses, point qui n'avait pas été passé depuis avril 2023. Tout à fait intéressant. On va continuer. On nous dit, avec un peu de recul, si on regarde depuis 2010, la charte depuis 2010, on voit que quand on arrive autour des 500 000 adresses, en fait, on est quand même dans la tranche plutôt haute qui correspond au bull market. Donc le bull market, c'est intéressant parce que c'est une période où on va avoir beaucoup d'adresses qui vont être créées parce qu'il y a plein de gens qui entendent parler de Bitcoin et des cryptos qui veulent s'y mettre et donc qui créent des adresses. Donc je rappelle, un créer d'adresse, c'est tout à fait gratuit. Donc il n'y a rien qui contraint vraiment les gens à ne pas le faire. Quand on a des creux, c'est que vraiment il n'y a pas d'intérêt. Donc vous voyez ici, après les bull market, il y a des gros creux. Et bien là, on est quand même sur une phase où on a de plus en plus d'adresses créées, ce qui est tout à fait agréable. Maintenant, on va tempérer un petit peu ça, hein, il faut prendre ça avec un peu de recul. Donc 500 000, oui, c'est très très bien, on apprécie la nouvelle. Voilà, c'était déjà le cas plutôt en avril, c'était aussi le cas plutôt en mars, donc c'est pas non plus un événement incroyable, c'est déjà arrivé. C'est très positif et on voit que c'est largement en hausse depuis mi-mai, donc tout à fait, c'est tout à fait agréable. Et voilà, il faut quand même le tempérer. Maintenant, c'est vrai, on est dans la tranche, on le voit ici, entre 400 et 500 000, tranche maximale en fait qu'on a connue. Mais si on regarde avec un peu plus de recul, en fait, on se rend compte que c'est des tranches qui ont rarement été cassées à la baisse, à part ici en mai, on voit ici en mai 2021, dans la période en fait de creux entre les deux pics du bull market de 2021, on le voit, il y a eu effectivement beaucoup moins d'adresses créées. On est reparti en dessous les 400 000. Mais sinon, sur toute la période de 2022 et de 2023, on a quasiment toujours été au-dessus, à part là, dans le creux ici de mai. Au final, c'est quelque chose de relativement normal. Par contre, on peut voir quand même que depuis mai, on est quand même sur une sacrée tendance. Peut-être que ça va aller plus haut. Et effectivement, ça peut être pris dans les indicateurs de potentiel bull market. Effectivement, plus il y a de gens qui créent d'adresses, plus il y a de gens qui s'intéressent à Bitcoin, et mieux c'est, plus ça a un potentiel d'apporter de la liquidité. Donc c'est quand même un indicateur très très positif, et un ATH pour l'année, c'est tout à fait vrai. On continue avec les news intéressantes, on parlait de position sur le marché, et bien Kraken, lui, qui continue d'augmenter et qui atteint aussi un nouveau record, ce qui est tout à fait intéressant. Moi, Kraken, c'est une plateforme que j'apprécie, que j'aime bien parce que assez différent de Binance, donc je trouve que quitte à avoir plusieurs échangeurs centralisés, essayer de les diversifier est intéressant. Donc Kraken, ça va être un peu l'opposé de Binance. C'est très ancien, c'est américain, et ça vraiment, ça grandit à son rythme, ça se développe à son rythme. Ils essayent pas d'en mettre plein la vue, ils se contentent globalement de leur fonction d'échangeur, mais ils sont assez solides, ils n'ont jamais vraiment eu de problème. Alors les frais sont plus élevés, il y a moins de crypto, c'est moins ergonomique, mais ça présente certains intérêts, donc moi je suis content quand je sais que Kraken, voilà, sur les derniers 18 mois, a vu sa part de marché plus que doubler aux États-Unis. Vous voyez, c'est quand même plutôt sympa. Après, c'est aussi cohérent avec le fait que Binance perd beaucoup de terrain vis-à-vis de ce qui s'est passé au cours des derniers mois, et donc que d'autres échangeurs prennent de la place. Donc ils nous disent au cours des 18 derniers mois, Kraken a connu une croissance exponentielle, a doublé sa part de marché, et son ascension fulgurante est principalement attribuée à l'augmentation
de l'utilisation de l'application Kraken Pro. Donc c'est vrai que c'est une mise à jour qu'ils avaient fait, et elle a connu une hausse de 500% depuis janvier, enfin entre janvier et juin. Alors moi, à titre personnel, je me sers pas trop justement de Kraken Pro. C'est l'appli qui offre en fait aux utilisateurs un accès à des opérations de trading au comptant, et après tout ce qui va être trading sur marge, stacking, et donc on se rend compte qu'en fait Kraken, ils ont réussi à toucher un nouveau public en offrant justement des fonctions un peu supplémentaires, mais ouais, c'est pas vraiment ces fonctions-là que je vais chercher à titre personnel. En attendant, c'est quand même une très bonne nouvelle, je trouve, pour Kraken, qui est l'un des échangeurs les plus anciens et les plus solides, en tout cas, historiquement. On continue en termes de bonnes nouvelles pour des échangeurs, et ici on va parler d'Uniswap, donc effectivement c'est totalement différent, on va vers le plus gros échangeur décentralisé, qui nous envoie vers une nouvelle mise à jour, Uniswap X. Toujours intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe, toujours intéressant de suivre ce genre d'infos. Donc Uniswap X, ça va être quoi? Eh bien ça va être une solution encore plus innovante pour le trading. On est sur des protocoles permissionless, donc sans permission, traduit en français c'est moins bien. L'idée c'est quoi? C'est de permettre le trading à travers des teneurs de marché, donc des AMM, et d'autres sources de liquidité. Il a été conçu pour améliorer le trading on-chain et optimiser l'échange en autogarde. Alors la traduction française, ça fait bizarre quoi. Donc on a ici deux aspects qui sont importants pour la finance décentralisée. Plus concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là on n'a pas bien compris. Déjà, l'innovation majeure, c'est sa capacité à agréger les sources de liquidité. Ah, alors là, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose qui ressemble vaguement à un one inch. Ça va pas être pareil, mais on a cette idée en fait qu'on va pouvoir aller chercher des liquidités, pardon, sur différentes blockchains. On le voit ici. L'explosion des pools de liquidités, l'apparition de nouvelles tranches de frais, de nouveaux layers 2 et d'autres protocoles on-chain, la liquidité est devenue de plus en plus fragmentée. Et oui, l'exemple est simple. Il y a 5 ans, quand vous achetiez sur Ethereum, vous avez votre liquidité sur Ethereum. Maintenant, il y a Matic en Layer 2, il y a Arbitrum, il y a Optimism et bien d'autres. Donc ça veut dire que l'argent, la liquidité n'est pas que sur Ethereum, elle est aussi sur Matic, elle est aussi sur Optimism, aussi sur les autres Layer 2. Du coup, il faut en fait des fonctions au niveau des DEX qui permettent d'aller chercher la liquidité où qu'elle soit, et ce, sans que ça impacte réellement l'utilisateur. Donc c'était un défi, et ils sont en train d'essayer de le résoudre. Donc cette fragmentation qui rendait difficile pour les traders d'obtenir les meilleurs prix pour les transactions, oui, parce que le prix n'est pas forcément exactement le même sur Optimism que sur Arbitrum, eh bien Uniswap répond à ce défi en externalisant la complexité du routage à un réseau ouvert d'entités tierces appelées des fillers. Donc les fillers, en fait, ils vont se disputer le remplissage des swaps en utilisant la liquidité on-chain de la même façon que le font les pools d'AMM ou leur propre inventaire privé. Cela permet à Uniswap d'offrir des prix qui sont compétitifs, même dans un environnement où la liquidité est fragmentée. Concrètement, on va être capable d'aller chercher toutes les infos et de les mettre en concurrence. C'est quoi les avantages pour nous, utilisateurs? Déjà, eh bien, la possibilité d'effectuer des échanges sans frais de gaz. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura zéro coût, mais ça veut dire qu'en fait, le frais de gaz est payé par quelqu'un d'autre. Ils nous disent ici, dans le système Uniswap X, les utilisateurs signent une commande unique off-chain, qui est ensuite soumise on-chain par les fillers, donc ceux qui vont faire la compétition dont on a parlé juste avant, au travers des différentes layers 2 par exemple. Et c'est eux qui vont payer en fait les frais de gaz au nom de l'utilisateur. Il y aura quand même un coût pour l'utilisateur, il ne faut pas se tromper. Cela signifie que les utilisateurs n'ont pas besoin de détenir le token natif de la chaîne. Donc ça, c'est vraiment bien, parce que du coup, on peut avoir que des ETH ou que des Matic, on n'est pas obligé d'avoir les deux, pour effectuer des transactions. C'est donc une avancée qui est effectivement majeure et qui va rendre le trading décentralisé plus accessible et moins coûteux. Voilà, c'est ça qu'on veut. Plus accessible, moins coûteux. Voilà, c'est ça qu'on veut pour que les gens s'intéressent au trading décentralisé. Tout à fait cohérent. Donc je trouve que c'est très bien. Pékin qui va former 10 000 ingénieurs chaque année. On nous dit le gouvernement municipal de la ville est bien décidé à prendre le train avant qu'il ne quitte la gare. Donc ils veulent former 10 000 ingénieurs. En réalité, c'est pas juste au crypto, c'est à tout ce qui va toucher au Web3, également au cloud computing, à l'IA et à la réalité virtuelle. Je trouve que c'est une bonne nouvelle, je trouve que c'est très intéressant, je pense que ça va engager d'autres pays à faire de même. On va peut-être voir arriver des formations certifiantes sur le Web3, sur les cryptos dans les prochaines années. C'est du très bon à mon avis, et c'est le genre de news qui laisse penser qu'effectivement, on est quand même sur un futur assez radieux
pour le Web3 et donc potentiellement pour les cryptos. Maintenant, quand on a ce genre de chiffres, c'est toujours intéressant de prendre des ordres de grandeur pour bien comprendre de quoi on parle. 10 000 ingénieurs, ça représente quoi pour la Chine? En fait, ça représente très peu. La Chine, regardez ici, ce sont des chiffres de 2019, c'est 1,3 million d'ingénieurs par an produits en 2019. C'est énorme. 10 000 ingénieurs pour les 1,3 million produits, c'est vraiment une goutte d'eau, c'est très très peu. Donc oui, ils se lancent dedans, mais ils y vont pas à bras le corps, hein. Ils y vont tranquillement, petit à petit. Ça veut dire que, en fait, on a le temps de voir venir. Oui, ils commencent à faire des choses, mais c'est vraiment tranquille, hein. Même si, vous voyez, on voit dans 1 ou 2 ans, l'offre de formation d'ingénieurs en Chine a fait plus 500%, oui, on sera qu'à 50 000 ingénieurs. C'est rien, enfin 60 000 du coup. C'est vraiment pas grand-chose par rapport aux 1,5 millions d'ingénieurs qu'ils pondent tous les ans. Vraiment, il faut prendre un certain recul. L'industrie crypto, par rapport au reste des industries pour la Chine, ça reste quelque chose d'assez minoritaire. On le voit au nombre d'ingénieurs, tout simplement. Ça, c'est une donnée qui est assez claire pour moi. On continue, n'empêche, avec de bonnes nouvelles. Et là, on va parler plutôt partenariat. Donc un partenariat, en fait, entre Polygon, donc dès qu'il y en a un, je vous le mets en avant, et Aave. Pourquoi je mets en avant les partenariats de Polygon? Parce que je trouve que c'est intéressant, c'est de voir ce qu'ils font, comment ils se développent, parce que c'est vraiment une blockchain sur laquelle j'ai envie d'investir autant que possible, que je trouve très pertinente. Donc partenariat Aave Polygon, je trouve que c'est très bien, 2 très bons projets. C'est quelque chose qu'ils avaient lancé déjà en 2022 avec Lens. Donc Lens, en fait, l'idée, c'est d'avoir une espèce de réseau social Web3 qui va permettre en fait des fonctionnalités un peu différentes et qui va aller dans la tendance des réseaux sociaux qui mettent les créateurs de contenu de plus en avant. On continue ici avec Ethena. Ethena, donc, qui lève 6 millions de dollars pour le stablecoin USDE. Qu'est-ce que c'est Ethena? Déjà, c'est une entreprise crypto qui est backée par Deribit, Bybit, OKX, Gemini, Huobi et Arthur Hayes, donc le cofondateur de BitMEX. Ethena, du coup, qui développe son stablecoin, l'USDE. Je trouve que c'est assez intéressant. Ils ont levé 6 millions pour le faire, ce qui est correct, mais qui n'est pas non plus une levée de fonds phénoménale. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Déjà parce que un nouveau stablecoin, c'est toujours intéressant pour voir un petit peu où est-ce qu'on va aller avec ça. Et parce qu'ils ont un système un petit peu particulier dont on reparlera quand le stablecoin sortira, où en fait ils backent leur prix, vous le voyez ici, avec des obligations d'épargne qui utilisent de l'ETH stacké et des marges de swap. Assez intéressant, un nouveau stablecoin à venir, backé par des grosses entités qu'on a ici, des gros échangeurs centralisés. Donc à suivre avec intérêt également. Et enfin, dernier partenariat, Ubisoft et Chronos. Donc Chronos, c'est crypto.com, donc échangeur centralisé américain, qui parviennent à un accord pour développer Chronos, en l'occurrence. Donc Ubisoft qui s'associe à l'écosystème pour devenir un validateur officiel du réseau, c'est déjà intéressant, et donc pour pousser un peu plus l'échangeur centralisé. Donc c'est assez intéressant. Maintenant, Chronos, crypto.com, nous on s'en sert peu, on le connaît assez peu, mais en Amérique c'est déjà bien développé, ils avaient des partenariats avec beaucoup d'entreprises, et on les a déjà vus par exemple lors de matchs de Super Bowl, ce genre de choses. Donc c'est pas non plus extrêmement surprenant, mais c'est quand même bien. On voit ici en juin 2023 l'Epic Game Store qui avait ajouté le jeu Web3 Golden Chain. Donc Golden Chain, c'est un gros jeu de cartes Web3, un des principaux, qui existe depuis très très longtemps, qui d'ailleurs, il me semble, est gratuit. En tout cas, l'était à l'époque quand j'avais fait des recherches dessus. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, il y a quand même des entreprises tradies qui se battent un peu pour avoir certains partenariats. On le voit ici, Ubisoft et Epic Game Store, hein, qui sont clairement concurrents. Plutôt bon, c'est plutôt très très bon. Voilà, je trouve que la news est bonne, donc c'était l'occasion de vous la partager. Ça conclut notre vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à demain pour une prochaine vidéo.